Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Aujourd'hui, on parle de celles et ceux qui avancent vers l'urgence pendant que les autres reculent. Je reçois Julie Nadeau, travailleuse sociale spécialisée en santé mentale des intervenants d'urgence. Elle œuvre là où se croisent le stress extrême, la charge cognitive, la fatigue de compassion et le trauma. Avant, pendant et après l'intervention. Ensemble, nous abordons la préparation mentale, le débriefing, les séquelles psychologiques et surtout, l'importance de déstigmatiser la demande d'aide chez les paramédics, policiers et premiers répondants. Bonne écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Du balado La Santé au-delà des mots. Je le dis à chaque épisode, mais c'est la merveille des réseaux sociaux. Oui. On apprend un paquet de choses, donc on rencontre, on voit toutes sortes de monde. Puis là, donc, je suis tombé sur toi, travailleuse sociale spécialisée comme en intervention d'urgence. C'est comme ça que tu définirais ton... Oui, 100% dédié aux intervenants d'urgence. 100% dédié, une maîtrise en service social également. Absolument. Qu'est-ce qui t'a amené à C'est vraiment tellement un sujet comme... Parce que pour moi, un travailleur social, ça travaille dans un hôpital. Ça s'occupe des personnes âgées en difficulté, je dirais, retour à domicile, puis... Donc là, on n'est pas là du tout. On n'est tellement pas là. Alors, on est où avec toi? On est dans l'histoire d'une fille qui hésitait entre la médecine légale et la technique policière. Okay. Technicienne en scène de crime. Quand même. Okay. Qui n'entre pas en technique policière. En fait, qui n'aime pas la physique, qui décide de tasser la médecine légale. Okay. J'aime les morts, OK, au cas où c'était pas clair. Okay. Et par la suite... oriente vers technique policière pour aller être technicienne en scène de crime. Visiblement, ça fonctionne pas. Je me retrouve en travail social un peu par erreur au départ. Puis maintenant, je vous rassure. Mais as-tu commencé tes études en technique policière? Non, j'avais un problème de genou. OK. C'est là que j'aurais dû connaître un excellent chirurgien pour réparer mon genou. Mais donc, je bifurque. Je fais mon cégep et je m'en vais à l'université par la suite. On peut rentrer en technique policière, dans le fond, par conventionnel. Dans la police, en fait. En étant conventionnel, on fait un AEC par la suite. Fait que je prends une profession qui est reliée à la police. J'ai aucun intérêt au travail social au départ, bien officiellement. Et donc, je tombe sur un livre en 1996 sur le stress des policiers. Je suis fascinée par ce domaine-là. Il n'y a pas de travailleurs sociaux encore dans le milieu policier à ce moment-là. Et je propose au directeur de mon service de police, je dis parce que j'habite à Lévis, et je propose à Lévis, un projet sur les pères aidants. Je trouve que des pères aidants, ça serait super intéressant. Tu te présentes au poste de police? Moi, j'envoie un fax parce qu'on est en 96. Les hôpitaux fonctionnent encore. Oui, je le sais. C'est ce qui me charme tellement. Et donc, j'envoie une offre de service pour former des pères aidants parce que ça existe aux États-Unis. Dans ma revue de littérature, je tombe là-dessus. Et ils refusent parce que les horaires, ça fonctionne pas, mais ils me proposent de faire de l'intervention traumatique en étant sur la route avec les policiers. OK. Je vais être police. Ils me proposent d'être sur la route. Pourquoi pas? Wouhou! OK. Je tombe en amour avec le milieu policier. Moi, j'ai personne dans ma famille qui est dans la police, là. C'est un rêve de petite fille qui a aucun rapport.
Et à ce moment-là, donc, j'ai la piqûre, mais je me rends compte que je serai pas policière. Là, c'est plus mon genou le problème. J'ai un peu de difficulté avec les capacités affaiblies. J'ai perdu 3 de mes proches dans des accidents avec des gars chauds au volant. Donc, c'est là que je décide de faire ma maîtrise et de pousser sur le stress des policiers patrouilleurs. Et j'adopte entre-temps les pompiers, les paramédics, les militaires, les agents correctionnels. Évidemment, tout ça fait 27 ans. Fait que j'ai adopté tous les autres amis après. Mais dis-moi, toi, tu n'as jamais travaillé comme travailleuse sociale, là, comme le stéréotype dont je te parlais tout à l'heure, tu n'as jamais fait ça? Non. Là. Okay. Moi, je suis dans le milieu policier depuis que je suis sortie de l'école. Je suis chargée de cours à l'université aussi. Ça, c'est mon bout plus conventionnel, mais pour le reste, je fais de l'intervention d'urgence là, depuis mes débuts. Pas de DPJ, pas d'hôpital, pas de CLSC, rien de ça. Travailleuse autonome. Oui, travailleuse autonome depuis 2015. C'est comment ça? Moi, je travaille beaucoup avec l'organisme La Vigile que tu as reçu, Mario et Geneviève. Donc, je travaille beaucoup avec La Vigile. Je fais partie des membres fondateurs. Puis, je travaille à mon compte là, depuis 2015. J'ai travaillé dans un service de police aussi. Fait que j'ai toujours gravité dans ce milieu-là. C'est mon ADN. Là, tu me parlais des policiers. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre un policier, un ambulancier, un pompier, à la limite, un chirurgien dans un hôpital? Oui, bien, il y a des différences sur l'exposition. Je dirais que police sont peu aimés. On se le cachera pas. Malheureusement. Donc oui, malheureusement, effectivement. Donc partent souvent avec une prise, sinon 2 prises. Les paramédics, ça fait 10 ans que je travaille avec eux. J'ai le privilège, moi je fais de la route beaucoup. Fait que j'embarque dans les véhicules, je fais de l'intervention sur site. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et les paramédics sont exposés souvent très longtemps quand même aux patients, vont être un bout à la maison, vont constater par exemple la décrépitude du loyer, l'amassement compulsif, des problèmes de dénutrition. Il faut être toujours dans les frigos. Scoop, en passant, les paramédics, ils sont toujours dans les frigos. C'est une blague que je leur dis parce qu'ils vérifient la nutrition des gens puis comment l'apport nutritionnel est là. Donc, ils partent, eux, plus aimés, je dirais, mais ils sont plus longtemps aux patients puis sont plus dans une perspective de relation d'aide. D'accord. Fait que leur paradigme est intéressant. J'ai rencontré Maxime Robitaille-Fortin que j'adore. Connaître. Oui. Donc, le balado n'est pas en ligne parce que j'ai passé une soirée avec lui. Dans son véhicule, on est allé sur un arrêt cardio-respiratoire dans une résidence où c'était des enjeux sociaux, tout ça. Puis je dois dire que c'est quelque chose, ça fait quand même... je suis rentré en médecine en 88. Ça fait quand même un bout de temps que je trempe là-dedans. Puis je peux comprendre que ça peut être un environnement difficile. Puis là, j'avais comme des jeunes intervenants qui étaient là. J'ai en tête... Écoute, l'ambulancière qui était là, je pense que ça pourrait être ma fille. Sortait de l'école, tout neuf. Pratique. Puis les policiers, il y en a qui n'étaient pas vieux. Puis, ils sont exposés rapidement à la misère humaine. Puis là, pendant que il y a le patient qui a fait son arrêt cardio-respiratoire, puis là, pendant ce temps-là, le frère, si tu veux, du patient qui est malheureusement décédé est arrivé. Là, il faut comme... gérer la famille. Puis là, on est comme dans un cadre de porte. Là. On imagine que le patient est couché par terre, là, le frère est dans le cadre de porte, les policiers ne veulent pas le laisser rentrer. C'est quand même... C'est un autre monde que l'hôpital. Et je suis pas contre l'hôpital du tout, mais on est dans un autre milieu, c'est pas stérile, c'est pas... Il n'y a rien à votre capacité. Là, Maxime faisait un petit peu son petit questionnaire auprès d'un des co-chambreurs, on pourrait dire, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur... l'histoire du patient. L'histoire du patient, oui. ça. Écoute, c'est quand même... Parce que pour faire, eux, le constat de décès à distance, il faut qu'il y ait l'historique puis qu'il y ait un peu plus d'informations, sinon il faut qu'ils transportent à l'hôpital. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant, je pense. Oui, c'est quand même récent. Oui, c'est récent. C'est ça. Quand même. Mais quand tu dis, toi, tu fais de l'intervention, tu fais du véhicule, tout ça, Moi, j'embarque avec le superviseur comme tu as fait avec Maxime. Dans le fond, j'embarque avec eux. Tu sais pas s'il va se passer quelque chose. Il se passe rien. J'ai juste du plaisir à être avec eux. Oui. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, mais tu sais, dans le fond, je vais aller voir les plus jeunes dans les centres hospitaliers, je vais faire des liens. Déjà, parce que quand l'événement traumatique arrive, la demande d'aide est très difficile chez cette clientèle-là. Fait que déjà, quand ils me connaissent, quand ils voient que je sors sur la route, que je suis capable de mettre des bottes à cap, de sortir avec eux, de les aider dans l'évacuation des fois, ben ça crée un lien qui est déjà facilité. Moi, ça, pour moi, c'est super important. Puis c'est comme ça que j'ai gagné la confiance des intervenants d'urgence au fil du temps. Est-ce qu'il y a de la place à la prévention? Oui, on en fait beaucoup aussi. C'est quoi, disons? Sur la sensibilisation du trauma, moi, je vais parler beaucoup de préparation mentale. Maxime et moi, on se rejoint là-dessus. Maxime aussi adore ça. Donc, toute la question de dire « je m'en vais sur un appel ». L'exemple que je donne souvent, c'est un arrêt cardio-respiratoire chez un enfant. Quand je pars sur un appel comme ça, à supposer que je suis paramédic, ben ça devrait être que je me mets dans mon protocole de réanimation cardio chez les enfants. Et souvent, ce que les paramédics vont faire, pensant se protéger, c'est de dire « Ah, ça doit être des convulsions fébriles, probablement que le parent s'énerve pour rien. » Puis là, ils partent avec une idée, dans le fond, ils sont en retard sur l'appel. Exactement. Fait que quand ils arrivent sur place, puis moi, ma simulation, c'est toujours la même, je leur dis, par exemple, vous êtes à 8 minutes. À 1 minute,
on entend sur les ondes, police sur place, manœuvre en cours. Là, l'adrénaline va monter. Là, RPM, moi, je compare souvent ça à RPM. RPM d'adrénaline va monter. Là, ils sont pas prêts. Donc, ils sont en retard sur l'appel. Et là, ce qu'on va voir, c'est que l'image traumatique va être beaucoup plus grande parce que plus d'impuissance, plus d'incapacité d'agir, dépassé par l'événement versus si on s'est préparé. Fait que Maxime est là-dessus aussi. Là. On est les deux à expliquer autrement nos dadas. Donc ça, c'est notre aspect prévention. Puis tout l'aspect aussi de reconnaître chez soi et chez les autres les signes du trauma, du stress aigu, du burn-out. Il y a une étude qui est sortie à l'UQAR justement sur la dépersonnalisation chez les paramédics. 69% des paramédics vivraient un des signes du burn-out, qui est la dépersonnalisation. Qui est le fait de se sentir un numéro dans le système, le fait d'être en conflit de valeurs avec les décisions du système. Je ne suis pas ici pour faire le procès aujourd'hui, mais c'est là. On est entre amis. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils se sentent vraiment peu inclus. On va souvent leur dire qu'ils ne servent à rien. Dans la COVID, on fait de la vaccination, entre autres. Maintenant, ben, leurs actes sont très minimes. J'entends encore des fois dans les hôpitaux dire « Votre taxi est arrivé, madame. » Non, c'est pas un taxi, c'est une ambulance. Donc, c'est tout ça, en fait, qui va venir jouer sur leur intérêt à faire la job. Puis on se le cachera pas, le système a de la misère à fournir des ressources. Fait que des fois, les gens appellent l'ambulance pour des raisons qu'on pourrait questionner. On n'est pas là pour ça. Donc, les paramédics, à ce moment-là, vont dire « Ben, franchement, tu sais, pourquoi ils m'appellent moi? Je suis bien trop formée pour faire ça. J'ai pas eu mon repas à cause de ça. On a interrompu ma période de repas. J'ai de la misère à finir mon corps de travail à l'heure. Donc, il y a une irritation au fil du temps. Puis ça, je le vois là, beaucoup dans mes suivis. Revenons sur l'arrêt cardiaque pédiatrique. Donc là, on reçoit l'appel, tu dis... Puis là, on est en route. Là. Donc là, on dit finalement, le policier est en train de réanimer. Fait que là, l'ambulancier va se dire, OK, donc c'est pas une allergie. C'est pas une allergie, c'est pas des convulsions de grippe, maintenant, qu'on va voir. Là, on continue, on avance dans le scénario. On se met dans notre protocole pédiatrique, réanimation pédiatrique. Là, faudrait se parler. Là, je présume qu'ils sont deux. Ils sont toujours deux. Bon. Ils sont jamais un. Donc, on se parle. Ils vont se parler. Oui, là, ils devraient se concerter. Okay. Chez les paramédics, ce qui est très fascinant, on va avoir le paramédic 1, qui est celui qui va agir auprès du patient, qui est celui qui n'est pas conducteur. Et on a le 2, qui est le conducteur, mais qui va s'occuper de la ventilation. Donc, les rôles sont déjà prédéfinis. On devrait travailler ça. Et je m'excuse parce qu'il y a tellement de choses. Mais le conducteur, lui, il ne faut pas qu'il se trompe non plus. Non, il faudrait qu'il se rende à bonne adresse. Ça aiderait. Ça a l'air banal, là, mais... Non. Okay. Puis il y a une surcharge cognitive, hein, parce que là, les ondes continuent. Il y a des informations qui rentrent dans la carte d'appel par écrit. Il y a aussi son collègue qui va essayer de se préparer. Donc, au niveau de la charge cognitive, c'est pas ma spécialité, là, je suis pas neuropsy, mais on le voit rapidement, là, qu'ils deviennent assez facilement débordés. Mais là, il faut savoir qui fait quoi, qui sort quelle trousse. On veut rien oublier. On veut avoir la trousse pédiatrique, on veut pas amener la trousse adulte. Donc, on devrait se mettre dans le mindset, désolé, j'ai pas le mot en français, de l'appel. État d'esprit, c'est beau ça. Donc, on devrait se mettre dans l'état d'esprit de l'appel. Et des fois, ce qu'ils vont faire, c'est minimiser cet appel-là en se disant « on va aller là pour rien ». Mais quand on arrive sur place, puis on a un pas de recul, c'est difficile après ça de dire « faut que je rattrape ». Puis là, il faut gérer la famille. C'est ça. La famille va être là. Si c'est pédiatrique, nécessairement, il y a des adultes. On va devoir gérer ça. Donc, c'est beaucoup de préoccupations en très peu de temps à deux. Et je comprends que, sauf erreur, sur des arrêts comme ça, les policiers sont toujours appelés. Les policiers sont toujours appelés, oui. Mais des fois, ils n'arrivent pas tout de suite parce qu'ils sont pognés sur d'autres choses, parce qu'on vit avec peu de ressources. Il se peut que les ambulanciers arrivent en premier aussi. Oui. Si les policiers sont là, souvent, on va voir d'office qui vont gérer la famille ou le superviseur va gérer la famille pendant que les paramédics sont aux patients. Mais tout ça, c'est un grand travail d'équipe. Ça prend une communication qui est très efficace. Et ça prend aussi une préparation mentale parce que là, bon, à supposer que le patient est vraiment en arrêt cardio-respiratoire, il va falloir l'amener à l'hôpital. On s'entend que ça va être le CHUL. Fait que si on est à Sainte-Brigitte-de-Laval, je m'excuse, on est de Québec ici, à Sainte-Brigitte-de-Laval, puis on s'en va au CHUL, ben on a un bon temps de déplacement aussi. Donc, possiblement qu'il y a d'autres intervenants qui vont embarquer dans le véhicule avec celui qui est en arrière dans la boîte pour porter main forte à cette paramédic-là. Puis si on a un enfant qui est en arrêt cardio-respiratoire... À ta connaissance, ça va durer combien de temps, l'intervention? C'est assez vite. Le plus tôt possible, on s'en va à l'hôpital. Le plus rapidement possible. Ils vont faire leur cycle d'analyse, puis après ça, je ne veux pas m'embarquer dans un protocole, mais oui, habituellement, on va pas niaiser là. Le but étant rapidement une stabilisation pour amener. Mais tout le long du transport, c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que tout le long du transport, c'est une charge cognitive, puis ça bouge une ambulance. Oui. Fait que ça va être extrêmement difficile, gérer tout ça, gérer les parents, parce qu'il y a probablement un parent qui va embarquer dépendant de l'âge de la personne. Ah oui? Fait que là, quand même. C'est stressant. C'est très stressant. J'aurais pensé que... Puis, ce que j'aime pas, puis là, ça, j'en profite pour faire mon éditorial, quand on dit les gens sont formés pour ça,
sont formés pour le clinique, c'est vrai. Mais toute la charge émotionnelle qui vient avec, on peut jamais être formé, pas plus en médecine qu'en nursing. J'enseignais en soins infirmiers, je disais la même chose aux étudiantes. On ne peut pas être formé à recevoir cette charge-là. Peut-être que c'est mon 2e arrêt cardiaque de la semaine, peut-être que je me suis chicanée avec mon chum avant d'arriver, peut-être que mon boss m'a obligé à faire du temps supplémentaire. Tout ça, là, on peut pas se déconnecter de cette partie-là. C'est des humains. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais dis-moi, on arrive à l'hôpital, oui. On va laisser le patient. Ils vont faire un préavis à l'hôpital, un fameux ça. 10-10. Ils vont faire le préavis à l'hôpital pour que la salle de stabilisation ou de réanimation soit prête à l'hôpital. Ils vont laisser le patient par la suite. Des fois, ils restent parce qu'ils veulent voir un peu l'issue, parce que c'est plate de pas savoir comment ça finit, cette histoire-là. Ils vont rester là. Sinon, ça va être la rédaction, parce qu'ils ont un rapport à faire. Rédaction puis nettoyage de l'ambulance, qui est aussi une partie... Là, je suis dans un arrêt cardio-respiratoire. Oui, c'est très lugubre. Quand c'est sanguin, disons, ça peut être très sanguin. Je vais pas traumatiser personne, mais, je vais y aller comme ça. Non, les gens peuvent l'imaginer. Mais là, donc, on est allé porter l'enfant à l'hôpital. Oui. J'imagine qu'on aurait... d'abord, dans les ambulances comme ça, est-ce qu'il y a comme tout le temps une espèce de politique d'avoir une certaine seniorité où on peut avoir 2 jeunes? On peut avoir 2 jeunes. OK, donc là, on a laissé l'enfant à l'hôpital. Oui. On désinfecte notre ambulance. Mais imaginons que le résultat est défavorable. Oui. Là, les ambulanciers savent que l'enfant est décédé. Est-ce que la petite vie continue ou il y a un superviseur comme Maxime qui va les superviseurs vont être en désamorçage. Systématiquement débriefer ça de façon automatique? Ça dépend où. Ça, c'est au choix du rôtisseur. Le rôtisseur étant la compagnie pour laquelle on travaille. Okay. Moi, j'ai formé beaucoup de gens en désamorçage. Nous, on va utiliser le terme diffusing, dans le fond, au premier abord, quand c'est le superviseur. Okay. Lui ou elle, sa job, ça va être de s'assurer que la personne est apte à rester au travail. Ce qui va être difficile, les gens pensent souvent que c'est un autre arrêt cardiaque après celui-là, par exemple, qui va être difficile. Non. L'onglet incarné depuis 3 semaines que la personne appelle, ça va être beaucoup plus difficile parce que ton adrénaline est très élevée, puis là, tu t'en vas sur un appel pouet-pouet. Ouais. Là, ils viennent, la Cour suprême, puis tous les juges à la fois, puis là, ils ont envie de blaster le patient qui appelle pour rien. Pour son ongle. C'est ça. Puis, on s'entend qu'en temps normal, dirait probablement « parfait, on vous amène à l'hôpital », mais c'est difficile de reconnecter à la réalité après un appel comme ça. Okay. Mais c'est ce qu'on va leur demander. Donc, on va remettre l'ambulance en route une fois le diffusing fait. Puis, on continue. Puis là, tu parlais de dépersonnalisation. Oui. Là, donc, mais en termes de défis psychologiques là, pour des premiers intervenants, donc... Il faut se replacer. Est-ce qu'il y a comme une échelle, de dire... Parce qu'on a des histoires de suicide, évidemment. Là, je pense à l'affaire Guy Turcotte, si je ne m'abuse. Non, ils sont encore là. Il n'y avait pas un policier. Policier, oui, exact. Pas un paramédic, un policier à la suite de ça. La vie. Oui. Puis j'avais entendu la mosquée de Québec, il y a une ambulancière. Oui. Possiblement qu'il y a des liens. Bref, donc il y en a. Oui. Mais sinon, le reste, l'éventail séquelles, est là. Disons. Il est très là. Dans le fond, ce qu'on va voir dans le DSM, ce qui est prévu, DSM étant la Bible des maladies mentales, on va voir que dans le 0-3 jours post-événement, on appelle ça de la détresse péritraumatique. Détresse péritraumatique, c'est l'analogie que je fais souvent, c'est tu as mangé une raclette puis tu t'en vas te coucher après. Ton cerveau, il y en a trop. Il aime bien mes analogies. Donc, on a trop d'informations. Il faut réaliser, que c'est arrivé. J'en ai fait un ce midi, un débriefing. Puis la paramédic, elle m'a dit « J'ai l'impression que c'est arrivé dans un film. » Ça, c'est vraiment de la déréalisation. Donc, c'est normal dans le 0-3 jours d'être flottant. Mal dormir, l'irritabilité, difficulté à reconnecter au plaisir parce que là, l'adrénaline est très présente. 0-3 jours, on ne se stresse pas. 3 à 30 jours. Ce que le DSM prévoit, c'est un diagnostic qui s'appelle trouble de stress aigu. Moi, je ne peux pas diagnostiquer, mais je vais donner mon opinion clinique au médecin, par exemple, qui signerait un arrêt de travail.
Trouble de stress aigu, ce n'est pas un trouble de l'adaptation, contrairement à ce que plusieurs médecins, malheureusement, j'en profite pour faire de la sensibilisation. On t'écoute. Trouble de stress aigu, dans le fond, c'est causé par un événement traumatique. C'est le fait que l'adrénaline ne descend pas. Comme diraient mes clients, je suis allumée comme un rond de poêle. Donc, on est très nerveux, très agité. Bruxisme, beaucoup. On va grincer des dents. On va avoir une réactivité à plein d'affaires. Donc, frustration sur la route, frustration partout. Stress aigu n'a pas nécessairement de cauchemar. On est vraiment juste envahi encore une fois. Ça peut durer plus que 30 jours, mais à ce stade-ci, on s'inquiète pas non plus. On dort mal? On dort mal, on peut dormir agité. Terreur nocturne, on va voir ça beaucoup. Et 30 jours et plus, là, on peut être en trouble de stress post-traumatique. Souvent, malheureusement, puis je blâme pas les médecins, les généralistes, il faut qu'ils gèrent 40 millions de diagnostics, vont marquer, par exemple, trouble de stress post-traumatique tout de suite après l'événement. Trouble d'adaptation. Oui, mais trouble d'adaptation, Humeur, ça, là, c'est bon. le ballonné de la santé mentale. On sait pas trop ce que ça signifie. Mais quand c'est un événement traumatique, on devrait vraiment être dans trouble de stress aigu ou trouble de stress post-traumatique si ça fait plus de 30 jours et qu'on a les 8 critères prévus dans le DSM, notamment le fait de réagir, donc avoir des flashs, des reviviscences, qui sont toujours déclenchés par un élément sensoriel, qui va être une odeur, une image, un son, et les gens vont réagir très rapidement. C'est vraiment le signe. Malheureusement, plusieurs sont diagnostiqués d'une dépression par la suite, et ça n'a pas rapport avec une dépression. Oui, l'humeur va être laconique, les gens ont moins de plaisir, mais ce qu'on va voir, c'est vraiment des gens qui vont être agités et ils réagissent à quelque chose. On parle souvent d'images, mais tous les sens peuvent être interpellés par le post-trauma. Est-ce qu'il y a un lien, là je fais le corollaire avec ma profession, souvent, parce que nous aussi on a des choses difficiles à vivre, mais puis moi j'enseigne à des résidents, puis je leur dis toujours, on fait une opération, puis je leur dis, si tu sors de la salle d'opération, puis tu as l'impression d'avoir fait tout ce que tu pouvais faire, tu n'as pas, entre guillemets, tourné des coins ronds, puis en plus, souvent je dis aux résidents, si tu tournes un coin rond, ça se peut que tu sois le seul à le savoir, parce que c'est tellement spécifique puis précis ce qu'on fait. Si tu tournes un coin rond dans l'abdomen du patient, quand je dis tourner un coin rond, c'est pour faire les choses le plus parfaitement possible. L'infirmière ne s'en rendra pas compte, l'anesthésiste non plus, peut-être même que ton assistant ne saura pas. Tu vas être le seul à savoir que tu as tourné le coin rond, puis là, si ça va moins bien, il y a une culpabilité qui vient avec ça. L'impuissance, la culpabilité. Tu vois ça aussi, là, l'ambulancier qui va avoir l'impression. Tu disais qu'il peut arriver peut-être mal préparé, la mauvaise trousse, je sais pas, obligé de retourner dans l'ambulance parce qu'il manque... il y a un délai qui peut être délétère au patient. Puis là, il dit, écoute, on a perdu 30 secondes. Tu vois tout ça pas mal? Beaucoup. Chez les policiers aussi, je vais entendre ça. J'ai pas fait la bonne chose, j'ai pas utilisé la bonne technique d'immobilisation. Est-ce que c'est facile à faire sortir, ça? Oui, moi, c'est en débriefing, là, moi, j'arrive 3 jours post-événement. Je disais, le superviseur fait le defusing. Quand ils font un débriefing avec un intervenant psychosocial qui est formé, donc on va parler de débrief, la méthode que nous, on utilise, qui est le Critical Incident Stress Debriefing, dans le fond, la méthode que je vais utiliser, c'est que moi, je vais leur faire raconter. Dans le fond, ma question est toujours la même. Raconte-moi du début de la carte d'appel jusqu'à la fin de ta rédaction, tout ton événement. Donc, ils vont me raconter en détail qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, je me situe, c'est par pratique de parler le langage métier, parce que là, je comprends quand ils disent une 29, accident mortel, blablabla, parfait. Moi, je travaille avec une approche qui s'appelle l'approche narrative. Donc, dans les mots qu'ils vont choisir, je vais voir comment ils se représentent cet appel-là, parce que je veux pas un rapport de police, je veux comment toi, tu l'as vécu. Donc, le paramédic qui me dit mon arrêt cardio-respiratoire pédiatrique tantôt, j'ai oublié, je suis partie avec la trousse adulte, il a fallu que je retourne à l'ambulance et que je revienne, j'ai occasionné 1 minute de délai au patient, il va me le dire. C'est de ma faute. Ouais. Là, je vais l'entendre. Puis là, après ça, je vais aller dans ses pensées. Puis là, dans ses pensées, il va avoir, je vais me faire ramasser, je vais perdre mes cartes, ma carrière, je n'étais pas faite pour faire ça. Puis là, j'entends tout son narratif. Et c'est ça qu'on va essayer de défaire, très rapidement, pour dire, OK, est-ce que c'est toi qui as mis le patient dans cet état-là? Non. C'est long. Donc, on va aller, je vais pas sur le côté technique, je laisse ça Maxime et ses collègues, mais sur le côté représentation. Comment toi, tu te représentes ton appel? C'est ça qui est super nourrissant dans leur façon. Puis souvent, ils vont me dire, ah mon Dieu, moi, je leur reflète après ça les mots qu'ils utilisent. Tu sais, tu me dis tantôt que à cause de toi, il est décédé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Puis là, on va creuser ça. Au fait que là, dans sa représentation, dans le fond, ce qu'on veut, c'est reconstruire l'histoire. Et moi, ce que je vais leur dire à la suite de tout ça, c'est pas ton histoire, c'est celle du patient. Sors de l'histoire maintenant. C'est plus la tienne. Police, pompier, je fais la même chose. Donc, on va essayer de dire, tu as été un personnage important, maintenant, c'est plus ton histoire. Je dirais la même chose à un médecin. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison,
de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dis-moi, est-ce qu'il y a un corps professionnel qui est plus à risque que l'autre? Je pense que les paramédics, parce que le temps passé avec le patient est très élevé. Puis je dirais que dans leur personnalité, c'est des gens souvent plus sensibles. Paramédic, je dis pas que les policiers le sont pas, que les pompiers le sont pas, mais au niveau de la personnalité, on va avoir des gens plus proches de la relation d'aide que de la relation de contrôle, par exemple. As-tu déjà interagi avec des policiers qui avaient tué quelqu'un en service? Ça, c'est mon dada. Okay. C'est épouvantable, hein? Mais c'est mon dada. Je suis à l'aise avec le bureau des enquêtes indépendantes. Je te recommande l'écrivain Jacques Côté. Oui, je lis beaucoup. Qui a écrit l'histoire de Wilfrid de Rome. Oui. OK, parfait. J'adore. Donc, je voulais d'ailleurs faire un balado avec Jacques depuis un certain temps parce que j'ai lu son livre il y a 15 ans. Mais on s'était dit qu'il faut se rencontrer. Donc, oui, je vais encore être une fidèle auditrice. Avec grand plaisir, oui. Dis-moi, BAI. Est-ce que je vais les appeler tes clients? Oui. Est-ce que tes clients je mes cocos. Est-ce que tes cocos ramènent leur malheur à la maison? Oui, beaucoup. Trop? Trop, puis il y a quelque chose de très fondamental. Moi, ça fait 27 ans que je pratique. Ils ramènent ça. Des fois, ils essayent de ne pas le ramener. Puis il y a un concept qui s'appelle les médias, qui te font pas oublier ton appel. Tout à fait. Fait que quand on est sur une intervention, par exemple, un policier qui a attiré, je vais prendre cet exemple-là pour répondre à ta question de tantôt. Mon policier a attiré, et malheureusement, par la suite, on va se faire enlever son arme, va aller au bureau des enquêtes indépendantes, va être enquêté. Super stressant. Un stress, la situation. Je t'interromps. Oui. Le policier qui tire sur un suspect, est-ce qu'il tire pour le tuer ou pour l'immobiliser? On appelle ça neutraliser la menace. C'est ça. Ça s'appelle tuer. C'est ça. Donc, on va être, à toutes les madames qui disent tire d'un genou, on tire pas d'un genou. Personne n'est sniper ici. On tire centre-masse, qui est donc entre le pubis puis le cou. On tire pour tuer. Malheureusement, c'est super plate à dire. On va utiliser l'euphémisme neutraliser la menace. Okay. Et donc, l'objectif, dans le fond, c'est... Il a probablement eu peur pour lui ou pour quelqu'un. Hein. Il tire pas les gens. Personne rentre dans la police pour tuer personne, je vous rassure. Et donc, tout de suite après, on va saisir son ceinturon sur lequel... Immédiatement. La seconde suivante. Arme à feu, poivre de Cayenne, puis taser gun. Si l'intervention est terminée, évidemment. Oui, une fois fini, déclic, on part avec le ceinturon. Fait que déjà, une partie de son identité vient de quitter. Ça, c'est déjà difficile. Deuxième chose, on va lui demander de rédiger son rapport. Super, il doit remettre ça au bureau des enquêtes indépendantes. Puis là, je fais pas le procès du BAI, je fais juste expliquer à quel point c'est un deuxième trauma. A eu attiré quelqu'un. Deuxième, va se faire enquêter. Troisième situation, retourne chez lui éventuellement. Le BAI, c'est sûrement pas dans la même journée, c'est sûrement le lendemain, sur le lendemain, sur le lendemain. Et là, les médias. Et là, on va avoir le tribunal populaire du Québec, qui n'existe pas à la cour. Et là, les gens vont dire, il aurait dû tirer d'un genou, franchement, blablabla. Et ça, c'est le troisième trauma que les policiers vivent. Et ça, moi, en débriefing, on va traiter 1, 2, 3. L'événement, le BAI et le procès populaire. Et t'essayes de pas penser à ta situation, puis à spin non-stop des médias. Puis là, tu te dis, je vais aller sur TikTok, ça va me changer les idées. Non! Il y a aussi des nouvelles sur TikTok. Oui, c'est ça, c'est la nouvelle réalité à laquelle on est exposé. OK. Quand même. Puis, donc, là, on parlait tout à l'heure de ramener ça à la maison. Oui. Donc, c'est là que les médias vont suivre. Ma tante Ginette va t'appeler pour te dire « Hey, c'était-tu toi? Parce que là, la police de telle ville a tiré, c'était-tu toi? » C'est très difficile. Parce que souvent, en médecine, on a tendance à dire de ne pas ramener les problèmes à la maison. Là, je trouve que c'est une belle théorie. Mais ce serait mieux, ta suggestion, mettons, quelqu'un qui est en couple, qui a eu une mauvaise journée, qui a perdu un jeune lors d'une réanimation. On est mieux d'en parler un peu.
Beaucoup? Dire qu'on est fragile. Passionnément? Ouais. Ou... Dire qu'on est fragile. On travaille beaucoup dans les dernières années sur des pratiques qu'on appelle pratiques sensibles au trauma. On va essayer de ne pas mettre d'images graphiques dans la tête de quelqu'un d'autre. Vous voyez, depuis tantôt, je fais attention à mes images. Là. Donc, on va essayer, par exemple, avec le conjoint-conjointe, de ne pas aller dans le super détail, dépendant si la conjointe, par exemple, est policière puis qu'elle est dans le même milieu, ça peut être bien correct. Mais encore là, peut-être que la conjointe, c'est elle qu'on va être obligé de consoler à la suite de notre situation. Fait que, d'en parler avec des gens qui sont à l'aise d'en parler. Fait que le defusing sert à ça, le debriefing sert à ça. En parlant de collègues, c'est beaucoup plus riche et s'assurer que le collègue a envie d'entendre notre histoire parce qu'il a son propre bagage là, dans son pack-sac. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. On fait attention à qu'est-ce qu'on raconte puis à quel point on va mettre du sensoriel. Si on enlève le sensoriel, moi, ça me va. Ça nous amène à parler des pères aidants. Oui, j'adore les pères aidants. Programme de pères aidants. Oui. On a développé cette stratégie-là, comme je disais. Moi, c'était mon projet de stage qui n'a pas fonctionné en 97. Les pères aidants, dans le fond, c'est de former des collègues qui vont avoir de la relation d'aide primaire. Donc, leur but, c'est de normaliser les réactions et de les référer vers les bonnes ressources par la suite. On ne devient pas psychologue, on ne devient pas travailleur social avec une formation de père aidant. Nous, celle qu'on donne avec la Vigile, c'est un 16 heures de formation, donc 2 jours de formation. Mais je leur donne des ressources, on parle du trauma, et on va essayer d'amener les gens à avoir une vigile par rapport aux autres. Donc, on est collègues, Jean-Pierre, ça fait 2-3 chiffres que t'es de mauvaise humeur, je vais te poser la question, comment ça va? C'est un peu rôle de sentinelle. Sentinelle, absolument. On est dans la même perspective que les sentinelles, sauf qu'on ne s'adresse pas seulement au suicide. Mais ça peut être que ça va pas dans ton couple, ça peut être que tu t'es pogné avec le superviseur, ça peut être que tu n'as pas eu tes vacances. Donc, je vais aller vérifier avec toi plutôt que de prétendre, comme j'ai connu dans mon début, qu'ils n'en ont pas d'émotion parce qu'ils ont un uniforme sur le dos. Ils se font croire ça longtemps. Et j'imagine... si on parlait juste, mettons, du taux de divorce... Très élevé. Ça doit être très élevé. Très élevé. Oui, de moins en moins. La génération change. Moi, quand je suis rentrée, mes polices à moustache, je les appelle comme ça avec beaucoup d'affection, c'était très, très élevé. Rares étaient ceux qui ne payaient pas 1 ou 2 pensions. Maintenant, on n'est plus ça. Tu sais, la génération, on chiale bien après la génération des plus jeunes, leur temps de famille est très important. Des fois, on les aime pas à cause de ça. Mais c'est très important de dire qu'ils vont préserver. Moi, j'ai beaucoup de policiers, des bébés polices, que j'appelle affectueusement mes poussins. Mes poussins vont dire, ben moi, je me séparerai pas pour ma job. Donc, ils ont changé leur paradigme, puis on voit la même chose en médecine. Là. Moi, l'omnipraticien qui m'a mis au monde... qui a commencé en 66. En passant, il vient de prendre sa retraite. Puis il a dû travailler 4000 heures par semaine. Fait qu'on n'est plus dans le même paradigme. Fait que je pense que ça change quand même le taux de séparation puis de divorce, cet aspect-là. Mais l'aspect traumatique aussi, quand on parle pas puis qu'on garde ça, qu'on a des idées suicidaires, qu'on commence à consommer davantage d'alcool. Donc là, évidemment, ça crée une scission dans le couple qui va faire en sorte qu'il va y avoir davantage de divorce. Donc, on présume que tout ce qui est alcool, toxicomanie, c'est un enjeu. C'est vraiment un gros enjeu. Vraiment. Les études disent de 10 à 20 fois plus que la population. Fait que c'est quand même très élevé. Oui. Jack Daniels est un thérapeute qui a été longtemps recommandé, honnêtement. Puis j'imagine que tu dois avoir des statistiques sur le taux de suicide aussi. Taux de suicide, à date... Ça ressemble au corps médical, j'imagine. Oui, ça ressemble au corps médical parce que, puis là, je m'excuse, je vais le dire crûment, mais ils savent comment mourir. Donc, au niveau des passages à l'acte, vont avoir très peu de tentatives pour le nombre de décès par suicide. Même chose chez les vétérinaires, même chose chez les dentistes, même chose chez les médecins. L'accès aux substances, oui, mais c'est aussi le fait de connaître les cocktails et connaître les méthodes qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a une différence dans ton expérience entre une femme et un homme? Au niveau de la socialisation, au niveau de la demande d'aide, pas du tout, honnêtement. On voit pas de grosses différences parce que la pression du milieu, c'est encore une pression d'être fort, d'être solide. Donc, même chose qu'en médecine. Non, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'un homme ou une femme va réagir de la même façon au même traumatisme? Oui. Okay. Dans le milieu d'urgence, oui. Les études pour la population civile sont différentes. On dit que c'est plus les jeunes femmes. Par contre, vont demander de l'aide beaucoup plus facilement que les gars, souvent, qui vont plus garder ça par en dedans. Et c'est pour ça que la prévention est importante. Plus on en parle, plus ça devient un sujet. Moi, quand j'ai commencé, honnêtement, c'était la blague de dire, franchement, on n'a pas de problème, on a choisi ce métier-là. J'entends plus ces messages-là aujourd'hui. C'est vraiment pas ça. C'est comme, ben, s'il y a quelque chose, Julie est là. Donc, on a développé cette stratégie-là. Puis Julie ou peu importe qui, là, mais c'est parce que je suis souvent en caserne. Donc, on essaie de déstigmatiser cette demande d'aide-là. Donc, c'est beaucoup moins tabou qu'avant? Beaucoup moins. Je vois une énorme différence. Des fois, quand ils sont en probation au début puis qu'ils ont peur de perdre leur job, ils vont pas nécessairement lever la main pour dire « j'ai eu un gros appel », mais je leur dis, moi, à l'entrée, je leur dis « écoute, vous commencez, vous serez pas pénalisé par l'organisation si vous choisissez de demander de l'aide. Les organisations, moi, m'engagent. Là. Je travaille pas juste pour des individus. Fait que, tu sais, on passe déjà le message qu'on a le droit de demander de l'aide, on a le droit de mettre le genou à terre. Et ça change vraiment au niveau de la culture. As-tu rencontré beaucoup de premiers intervenants qui ont
malheureusement abandonné la profession prématurément, trop tôt dans leur parcours, un incident ou une intervention vraiment dramatique? Puis... De moins en moins. Là, ce que je constate, c'est plus ceux qui changent, c'est plus qu'ils ont l'impression qu'on leur, je reprends les mots que mes clients me disent, vendu du rêve. OK. Tu sais, en technique paramédique, souvent, ils ont l'impression qu'ils vont juste faire des arrêts cardiaques. Tu feras pas juste des arrêts cardiaques. J'ai un paramédique... Tu vas faire des ongles incarnés. Tu vas en faire des ongles incarnés puis des chutes de ta hauteur. Ouais. Moi, j'ai un paramédique qui m'a dit récemment, tu sais, Julie, j'aime pas ça, la géronto. Oui, ben c'est 80% de la clientèle, là. Fait que, tu sais, il a quitté, ça veut dire correct. qu'il y a un problème d'orientation à la base, peut-être? Oui, mais tu sais, c'est l'attraction aussi de dire « je conduis une ambulance, ça va vite ». Tu sais, on se fait un rêve avec ça. Je me rappelle, quand j'étais au service de police, il y a un jeune policier, il est allé faire une perquisition avec l'équipe des stupéfiants. Puis il est revenu, puis lui, ben tout ce qu'il avait fait, c'est prendre en note ce que les policiers avaient saisi. Puis là, il revient, puis il est tout penaud, puis il me dit « mais c'était plate ». Ben oui, mais c'est le bout qu'on voit pas dans le film, mais tu sais, il faut que quelqu'un le fasse. Fait que on leur vend du rêve, le SWAT, défonce des portes. C'est pas vraiment ça, la profession, ben ni la police, ni les paramédics, ni les pompiers. Tu parlais du fait que les policiers sont mal aimés dans la population, là, parce qu'on parle des donneurs de tickets, tout ça. Quelle portion de la détresse psychologique des policiers peut être secondaire simplement à ça, elle est énorme. Elle est énorme parce que, tu sais, moi, quand je suis rentrée, c'était Rock et Belles Oreilles, tu sais, bonjour la police. C'était quand même soft. Maintenant, c'est les interventions filmées, ça rajoute quand même une pression. Même si tu fais ta job comme il faut, ce qui va sortir dans les médias, évidemment, c'est la partie où le policier va se choquer. Fait que je prends des exemples, je fais de la route au FEC, par exemple, pendant le festival d'été. Honnêtement, sur Grande Allée, c'est un peu n'importe quoi. Oui, c'est ça, on en voit toutes les couleurs. Mais là, vont devenir arrogants, etc. Puis là, vont filmer. Ça rajoute quand même une pression. Les réseaux sociaux aussi, il y a je sais pas combien de pages, puis je ferai pas leur promotion aujourd'hui, mais ça ajoute comme un stress puis une hypervigilance déjà présente. Est-ce que ça cause 100% de la détresse? Je crois pas. Mais au niveau de l'hypervigilance, ça, on le voit beaucoup. Si... disons que moi, si j'ai dans mon entourage, mon fils est étudiant en technique policière d'ailleurs, mais si j'ai, disons, un ami, une connaissance ou autre qui est dans ce domaine-là, tu sais, c'est quoi, mettons, les signes avant-coureurs là, de... L'irritabilité, l'isolement, beaucoup. Consommation, augmentation de la consommation d'alcool, gaming. L'ami avec lequel on prend un verre le vendredi, qu'on se rend compte là, depuis quelques semaines, c'est comme toujours ouais, puis quand on voit que la consommation augmente. Le gaming, beaucoup vont s'évader dans le gaming. La porno, peut-être qu'il n'en parlera pas parce que c'est peut-être plus tabou, mais on le voit là, au niveau des dépendances de manière générale. Mais l'irritabilité, je dirais, puis l'impatience. Des phrases aussi, plus fatigue de compassion, du genre « j'haïs le monde », ça va être des indicateurs. Ça dure une journée, tu rêves d'aller travailler comme technicien sur un pont, c'est tel que tel. Quand tu commences à avoir un discours récurrent anti-humanité, pour moi, ça devient inquiétant. Parce que la fatigue de compassion peut prédisposer au post-traumatique aussi. Fait que tout ça, c'est un melting pot au niveau de la santé mentale. Moi, je m'inquiéterais à ce stade-ci. Qu'on en fasse des jokes, ils ont un humour très noir, c'est tel que tel, mais des fois, c'est l'aspect de dépersonnalisation. Je suis juste un numéro, je sers à rien. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis vidangeur, puis je ramasse les vidanges de la société. Tu sais, ça, c'est des discours que j'entends, puis pour moi, c'est comme, oh, OK, on est rendu loin. C'est une sonnette d'alarme. Oh oui, moi, je saute sur l'occasion. Okay. Il n'a pas fini avec moi, ce pauvre personne. Dans cette, on va appeler ça cette business-là, donc le paramédic, son supérieur immédiat, est-ce que c'est la bonne personne pour... il y a une relation d'autorité. Oui. Est-ce que cette... Mais c'est pas très développé, c'est pas hiérarchique comme la police. Non, mais est-ce que les gens vont avoir peur de s'ouvrir justement à leur supérieur? De peur d'être, comme tu dis, d'être jugés ou de... Oui, mais est-ce qu'on avoir d'autres impacts, je sais pas, sur les horaires de travail, on peut imaginer. Suspension, etc. Oui, mais c'est là qu'on offre des parts aidants, que la vigile est là. Donc, ça nous prend une palette de services. Il n'y a pas une situation qui va dire ça, c'est une panacée au niveau de la santé mentale. Okay. Fait que des collègues qui sont là, des fois, mais tu dis, je veux pas parler à mes collègues. Ben, il y a le numéro 188 de la vigile qui est 24 heures sur 24. Sinon, ben, Julie, elle vient en caserne une fois par mois. Donc, on essaie d'avoir au maximum des stratégies pour répondre aux besoins de tout un chacun. Moi, ce que j'aime de faire de la route, c'est que je vais m'en rendre compte que quand il nettoie sa civière à l'enfant Jésus, il bourrasse sa civière. Soudainement, j'ai un soudain intérêt à aller jaser. Okay. Dis-moi, là, on parle de la vigile depuis tout à l'heure. J'ai fait un balado sur la vigile, mais écoutez-le. Je vais te dire, représente-moi la vigile là, pour que les gens comprennent puis peut-être aient le goût d'aller écouter l'épisode. C'est ouvert aux médecins aussi. J'écoutais Dr. Palanchok, fait que c'est mais, aussi aux les médecins ont le PAMQ, je pense. Oui, fait que les mais vous avez aussi ça, la ligne 188 est disponible. Ça. Donc, dans le fond, c'est un organisme qui est à Québec, physiquement, depuis 25 ans. Ça fait 25 ans en novembre, où on va avoir un programme d'hébergement 30 jours pour des problèmes de dépendance et
des troubles liés au trauma, entre autres, émotions, séparation, etc. Il y a les programmes aussi de formation, principalement qui les donnent. On va faire de l'intervention, des briefings, donc post-crise, 3 jours post-événement. Puis on fait aussi beaucoup de liens avec des programmes d'aide aux employés. Donc, il devient le programme d'aide spécialisé pour des intervenants d'urgence. J'ai rien contre les programmes d'aide généraux, mais ils sont pas spécialisés en trauma, connaissent pas la culture. J'ai un client récemment qui m'a dit, tu sais, elle me demande de nommer mes émotions. Hey, je sais pas, mes émotions. Tu sais, puis pour moi, ça sera pas important. Comme TS spécialisé, je me dis, moi qui n'aille pas le bon mot, je m'en fous, je veux qu'il s'exprime. C'est une spécialité. Fait que c'est vraiment ça, l'objectif de la vigile, c'est de prendre soin de nos intervenants d'urgence. Je pense que Mario m'avait raconté qu'au niveau des... les agents carcéraux... Agents correctionnels, oui. Les agents correctionnels, eux, je pense, ont un programme... Oui, la fondation que Mario a partie, oui. C'est ça. Donc, pour eux, c'est payé techniquement par la fondation. Il y a beaucoup d'ententes. Le syndicat, je pense, qui dit ça à la fondation. Pour les autres corps professionnels, c'est... SQ, c'est fourni. Okay. Donc, les Sorties du Québec contribuent à la vigile via la PPQ, qui est le syndicat national. On a différents organismes qui vont dire... on fait quoi? Il y en a qui ont accès. Il y a un fonds qui s'appelle le fonds Éric Charbonneau, qui est en fait à la suite du suicide d'un paramédic. Il y a un fonds CSN, donc tous ceux qui sont affiliés à la CSN presque ont accès à ça, donc vont avoir des séances avec des professionnels, puis peuvent avoir l'hébergement aussi. Fait qu'il y a différents modules, en fait, qui vont permettre l'hébergement. C'est pas toujours la bonne réponse, l'hébergement non plus. Des fois, c'est les services externes. Des fois, c'est la ligne juste pour... Il est 2h du matin, puis là, je spinne dans ma tête. J'appelle l'intervenante qui est sur le plancher, va me jaser. Je vais diminuer ma tension. Ça peut être ça aussi. Ils vont faire du dépistage suicide aussi. Ils vont appeler un intervenant au besoin. Je me fais souvent réveiller la nuit par des idées suicidaires. Ah, ouais. Oui, c'est bien correct. J'avais visité le centre de crise de Québec aussi. C'est super. Est-ce que les gens pourraient rentrer dans le système par là? Oui, mais ils n'aiment pas ça. Parce que c'est eux qui amènent les gens d'habitude là. Fait que, ça me tente pas de croiser mes clients patients. C'est ça. Donc, c'est souvent moins probable. Oui. À la vigile, on s'assure que c'est du monde, soit de la santé, soit de l'urgence. OK, un paramédic n'appellera pas au centre de crise. Rarement. C'est arrivé. Ça arrive, mais c'est pas le premier réflexe, je dirais. Okay. Tu ne veux pas croiser tes patients. Oui, c'est ça. On parlait de prévention tout à l'heure. Oui. Là, donc, il y a l'éducation, tout ça, mais à part le fait d'assister à tes conférences, ou qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant de première ligne pour se préparer ou... Travailler sa préparation mentale. OK. Salutations, Maxime. Ça se fait comment, ça? Oui. Donc, dans la position du lotus. Oui, lotus inversé. On va essayer d'avoir, dans le fond, d'être prêt dans ces protocoles. Donc, connaître ce qu'on a à faire, physiopatho, être capable d'être à l'aise avec ce qu'on a à faire. Là, je pense aux paramédics, aux policiers, je suis à l'aise avec mon arme à feu, je suis à l'aise avec mon taser. Pompiers, ça, c'est une autre chose. On est pompiers temps plein. On va être 24 heures en caserne. Presque tous les services sont rendus sur le 24 heures. Donc, 24 heures, il y a un appel à 4 heures du matin. Tu te réveilles, tu es à moitié cassé. Tu te dis « Ah non, ça sera rien. » Tu es dans le truck puis tu espères dormir. C'est pas la meilleure préparation mentale. Puis là, les pompiers qui m'écoutent vont probablement dire « T'es fatigante avec ça. » Des fois, ils se disent « Je vais continuer ma sieste. » Mais t'es pas prêt à t'en aller au feu. Le RPM va monter vite en tabarnouche s'il y a un feu qui est là pour de vrai. Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, je pense qu'on est bien avec ça. Déstigmatiser la demande d'aide. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, levez la main, s'il vous plaît. On ne veut pas se rendre au suicide. Et c'est souvent ça l'enjeu, c'est que le suicide, c'est multifactoriel. Ils vont accumuler. Puis à un moment donné, ils pètent. Okay. Comme les médecins, c'est la même chose. Je regarde au niveau des statistiques des étudiants en médecine, la pression de performance va rajouter éventuellement... ont des idées suicidaires, veulent pas en parler, pression de performance. Donc, on est dans à peu près les mêmes enjeux. Là. OK. Donc... Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire, là? Je veux pas tomber dans l'ésotérisme, mais mettons, est-ce que tu vas dire recommander, par exemple, la méditation, le yoga? Tu sais, le yoga, je dis... Est-ce qu'on peut faire des choses qui nous, dans le fond, tu sais... La pleine conscience, oui. Mais je fais rire mes polices avec ça. Parce c'est tes cocos. Oui, mes cocos. C'est parce qu'il y en a un moment donné qui m'a dit, tu sais, j'irais pas mettre des leggings pour aller faire du yoga d'un parc. J'étais là, personne ne t'a demandé ça. Okay. La pleine conscience, dans le fond, d'être capable de faire une chose à la fois. Tu sais, on le sait, les milieux d'urgence, c'est bruyant, tu sais, il y a tout le temps du bruit, des sons, des odeurs, des ça. Un moment donné, moi, je sors de la caserne à chaque fois, là, je repars de la caserne, je m'en vais chez nous, il n'y a pas de radio dans mon auto parce que je suis juste overwhelmed. Envahi, en fait, par tous les sons. Okay. Donc, être capable de, quand on sort de l'ambulance, de la police, des pompiers, quand je fais quelque chose, essayer de faire juste une chose à la fois.
Ça nécessite même pas de méditation, il y a même pas de technique bien ésotérique. Ça, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Tu sais, on le sait, là, on écoute des séries, on a nos téléphones dans les mains, on est toujours à faire 2, 3, 4 affaires en même temps. Le cerveau, il a besoin d'une pause à un moment donné. Fait que ça, c'est ce que je recommande souvent, puis là, ça fait rire tout le monde. Et la fameuse respiration en carré. Et ça fait rire tout le monde aussi. Donc, j'inspire en 2, je retiens 2, j'expire en 2, puis je retiens 2 encore. Puis si je suis capable, je le fais en 4 secondes. Puis là, souvent, les gens vont me dire « Hey, la respiration. » Puis là, je dis « Attends un peu. Les snipers des Navy Seals font ça. » Oh, là, je deviens intéressante. Okay. Parce que là, ça, c'est des mâles très alpha. Fait que là, c'est correct. Mais honnêtement, on va faire ça, ça ramène le cerveau et ça fonctionne super bien. Fait qu'il y a des techniques de base, pas juste travailler. Puis j'ai envie de dire aux intervenants d'urgence, tu sais, souvent, on est très passionnés. Fait qu'on va écouter des séries d'urgence. On écoute, tu sais, puis on est juste là-dedans. Prendre une pause aussi. Même si on aime ça, là, c'est important de faire d'autres choses. Puis faire attention à notre exposition traumatique aussi. Là, je suis la fille qui aime le CSI, fait que clairement, je suis pas la bonne ressource, mais je le dis pareil. Ouais. Des fois, là, juste écouter un petit film de Disney, ça fait du bien de pas écouter du true crime. Ou, C'est drôle parce qu'il y a une blague qui circule sur Internet dans le moment où, avec tout ce qu'on entend de notre président américain, là, de l'autre côté, puis les gens disent, écoutez, pour me détacher un peu de tout ce que je vois dans les médias, là, je vais écouter un bon film de serial killer. C'est mon genre. Mais on va essayer de pas faire ça. On fait attention à notre exposition traumatique. As-tu, si c'est en respectant l'anonymat, mettons une histoire, quelque chose, des belles histoires, mettons, d'un intervenant qui aurait été pris, puis ouais. Est-ce que moi, je peux raconter ma seule réanimation que j'ai vue dans ma vie? Parce que j'étais avec les intervenants, puis j'ai eu vraiment du plaisir. Oui. Donc, l'année passée, je vais faire attention à mon anonymat, évidemment. Oui. L'année passée, dans le fond, on est arrivé sur un appel, je dis « on », j'étais avec le superviseur, donc l'équipe de paramédics est dépêchée. La fille est en détresse respiratoire. On arrive là-bas et clairement, ça va vraiment pas bien, là. J'ai pas étudié en médecine, mais je me rends compte que madame va pas bien. La police est sur place aussi. Et donc, descendre rapidement la patiente pour l'amener à l'hôpital et éventuellement se rendre compte, par analyse, par questionnement des gens autour d'elle, qu'elle avait pris une nouvelle médication qu'elle avait jamais prise. Donc, soupçonne l'anaphylaxie, lui donne une première shot d'épinéphrine. Elle revient pas, et là, moi, je suis à la tête, je suis dans l'ambulance et je suis à la tête, puis là, je la vois mourir, là, les yeux quittent. Et éventuellement, deuxième dose d'épinéphrine, elle revient, puis là, elle veut enlever ce qu'elle a dans la bouche, hein, parce qu'elle est intubée. Puis là, elle dit « Je veux pas mourir ». Moi, j'ai trouvé ça si beau de dire « OK, c'est parce que t'étais morte il y a quelques secondes ». Et elle est revenue, puis l'équipe, super fière, fait que le transport à l'hôpital, tout ça. Mais c'était beau de voir, tu sais, sur place, l'équipe qui a trippé, les high five dans le garage, puis ça fait bizarre quand même, mais tu sais, tu ramènes quelqu'un à la vie, là. Ah ouais. Puis moi, comme témoin, puis ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu, puis là, je voyais ça, puis je me disais, tu sais, vous rendez-vous compte, cette personne-là, là, tu sais, elle était plus là, puis là, elle est là, tu sais, puis elle veut pas mourir, mais clairement qu'elle était décédée. J'ai trouvé ça si beau, fait que clin d'œil à mes 2 cocos. Okay. Mais on a eu, à part ça, on a eu une super belle discussion avec l'équipe qui était comme, OK, mais tu sais, c'était vaseux, notre protocole, finalement, parce qu'il y avait pas toute l'information au départ, parce que personne leur a dit qu'elle avait une nouvelle médication, fait qu'eux, ils étaient en mode, tu sais, elle va faire un arrêt cardio-respiratoire. Puis finalement, de ramener par questionnement, tu sais, de voir la richesse de l'évaluation aussi, puis de voir comment ça oriente leur protocole. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis sentie témoin très privilégiée. D'habitude, ils me les racontent, là, mais là, je suis là. Okay. Fait que j'ai trouvé que c'était un énorme privilège, puis ça rejoint aussi ce que, tu sais, la satisfaction de compassion, parce qu'on parle beaucoup de fatigue de compassion. Dr. Palenchuk en parlait aussi, mais on oublie de parler de la satisfaction de compassion. C'est quel moment où je fais une différence dans la vie des gens? Là, c'est ramener quelqu'un à la vie, c'est pas rien. Mais des fois, c'est peut-être la personne âgée avec son ongle incarné, peut-être que ça va être d'en prendre soin, jaser avec, elle a vécu la Deuxième Guerre, elle nous en parle, on a une discussion intéressante. Ça peut être ça aussi, faire la différence. Fait que ça, moi, je trouve que c'est des beaux moments, puis j'essaye qu'on cultive ça. Ça aussi, ça fait partie de la prévention. Mais dans mon domaine, moi, je trouve que c'est comme une espèce de capital, ça, de... Pas de sympathie, là, mais de satisfaction qu'on emmagasine. Ouais. On fait des bons coups. Souvent, je dis aux résidents, là, les bons coups, la satisfaction emmagasine-là, parce que quand tu vas faire un mauvais coup, là, tu vas te réhypothéquer assez rapidement. Hein? Exactement. Ça, c'est comme un plat de biscuits qu'on échappe au complet. Alors que pour remplir le bol, tu vas remplir un biscuit à la fois. Là, puis là, finalement...
tous les biscuits tombent. Est-ce que c'est une image Absolument ça. J'adore, je vais la voler d'ailleurs. J'adore ça. Mais moi, je leur dis toujours que la satisfaction de compassion, c'est l'antidote à la fatigue de compassion. Fait qu'il faut être capable de dire, puis c'est pas juste en ramenant la vie, là, parce que, tu sais, sauver des vies, c'est beau, mais c'est pas vrai qu'on sauve des vies, là, d'arrêt cardiaque à chaque fois. Mais de faire une différence, d'avoir une discussion intéressante, d'aller au Tim Hortons chercher un café, puis juste donner un conseil à quelqu'un, tu sais, c'est ça qu'on devrait capitaliser. Mais on l'oublie souvent parce qu'on est dans le négatif, parce que le système va pas bien, parce que tout ça. Fait que de se ramener à ça, puis de se grounder pour les moments les plus durs. C'est ça. Avant qu'on échappe les biscuits. Écoute, c'est quand même assez intéressant, ça. Est-ce qu'il y a un message clé à dire, mettons, aux intervenants qui nous écoutent, ou un jeune qui veut s'en aller, tu sais, dans ce domaine-là? L'humour. Faut quand même... C'est drôle, hein? J'ai envie de parler d'humour. C'est un excellent mécanisme de défense. Tellement. Là, tu parlais d'humour noir. T'as pas d'humour tout à l'heure? Oui, mais il est parfait. Moi, je l'aime, l'humour d'urgence. OK. Je l'appelle l'humour louche. OK. Ben, des fois, c'est dédramatisé. Dans le fond, on va prendre une distance par rapport à l'événement, puis par l'humour, ben, on crée du lien aussi entre les gens qui étaient là. Des fois, c'est inadéquat. Faut le faire à la bonne place. On s'entend, là, j'encourage pas à faire ça devant la famille. Là. Ça, c'est non. Ça, c'est non. On fait attention aux autres professionnels qui sont là aussi. Mais juste de s'assurer des fois de juste faire une joke inappropriée, ça aide des fois juste à créer ce lien-là, puis... Vraiment, là, on est... Des fois, il se dit des choses, puis je ris à chaque fois, puis j'essaie... Là, des fois, je me dis, je suis comme la maman qui devrait les chicaner parce qu'ils ont fait des mauvais coups, mais ils me font vraiment rire. Ils sont créatifs. Donc, ils créent quelque chose, puis là, je vais le dire en anglais, mais il y a un build-up qui se fait sur la joke. Ils sont drôles. Puis moi, je suis une thérapeute de groupe, de formation en passant. Puis en groupe, ce qu'on sait, quand un groupe va bien, c'est un groupe qui développe des inside jokes. Donc, il faut développer ça. Évidemment, il ne faut pas que ça soit contre le patient, faut pas... Rien de ça. Puis pas dépersonnalisé. C'est là que ça va pas. Ah, moi, c'est bien, je suis juste un ambulancier. Ça, je suis pas capable d'entendre ça. Mais quand on fait une blague sur l'appel ou que quelqu'un est tombé en essayant de sortir le patient, on a du fun, c'est correct et ça libère aussi l'adrénaline. Je t'entends parler, puis c'est comme une salle d'opération. C'est sûr que c'est comme une salle d'op. Pareil, je pense que tu aimerais... J'ai tout fait pour m'inviter, puis personne m'accepte ma présence. Je pourrais travailler là-dessus. Mon Dieu, c'est sur ma bucket list. Non, mais c'est sur ma bucket list avant de mourir, fait que... Attention, mais on pourrait peut-être, il y a des témoins. On pourrait organiser quelque chose. J'aimerais vraiment ça. Je réfléchis. Je rappelle que je suis une médecin ratée. Hein, merci. Bon. Écoute, avant de conclure, je me disais, toi, tu interviens auprès des gens qui sont en crise, mais qui s'occupe de la santé mentale de Julie Nadeau si ça va pas bien? Moi, j'ai de la supervision et du co-développement, heureusement. Oui. Comment ça fonctionne? Oui, ben moi, j'ai des gens avec qui j'en parle. Fait que j'ai une superviseure avec qui je vais jaser de ça, qui va me donner des conseils, qui est spécialisée en trauma. J'ai un humour très, très qui va avec l'urgence aussi. Okay. Et moi, les moments sur la route, honnêtement, c'est vraiment bizarre. J'appelle ça jouer avec les amis, là, mon expression. C'est j'aime ça, le côté urgence. Il y a un superviseur récemment qui m'a dit « Je peux pas croire que tu tripes encore d'être dans un véhicule qui roule vite avec des flashs. » Ben oui. Ouais. La petite Julie est très contente d'aller jouer avec les amis. Fait que ça, puis beaucoup la connaissance. Moi, c'est, tu sais, je suis un petit nerd de bibliothèque. Mais toutes les choses dont tu me parles depuis une heure, toi, des signes avant-coureurs, des problèmes, des comportements néfastes, tout ça, serais-tu capable de les reconnaître chez toi ou tu perdrais ton autocritique si ça allait mal? Non, c'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Oui, j'ai une anecdote savoureuse pour m'inclure. On t'écoute? J'ai une belle anecdote. De toute façon, je brise la confidentialité, c'est moi-même. Fait que c'est parfait. Ça, tu peux y aller. L'été passé, j'ai eu à faire en 10 jours 14 débriefings de noyades d'enfants. J'étais saturée. Aucun sens. Puis, on a une piscine chez nous, puis là, je dis à mon chum, tu sais, la piscine, est-tu sécuritaire? Puis là, il dit, là, Julie, veux-tu mettre un drone au-dessus de la piscine, slack un tour? Tu sais, il n'y a rien, c'est super sécuritaire. Fait que déjà, je me sentais fragile aux piscines. Ça va déjà pas. Et j'arrive en caserne, puis il y a un paramédic qui arrive avec son bébé, parce que j'adore les bébés. Puis là, il me dit, tu veux-tu le prendre? Puis là, j'ai fait, wow, un bébé vivant. Ça a été ma phrase, mais je l'ai dite à haute voix. Là, lui, il a comme... Julie, je m'en allais en vacances. Ça va mieux depuis. Mais tu sais, je me suis vue, puis j'ai fait, mon Dieu, mais c'est quoi cette phrase-là? Là, j'ai fait, OK, je pense que je suis fatiguée des noyades pédiatriques. Fait que là, j'ai comme fait, hey my God, mais j'aurais voulu prendre ma phrase, faire, OK, je m'excuse, je vais la ravaler, mais il était trop tard. Mais est-ce que le collègue en question était au courant? Non, mais là, il l'a appris. Non, moi, c'est un paramédic, fait que c'est un de mes clients, en plus. Non, mais il aurait pu le savoir, mais que... Non, j'avais pas le temps de dire, mais j'y ai dit après, c'est ça. Par la suite, il me dit, voyons, Julie, c'est trash. Puis là, j'ai fait, arc, je viens de dire ça. Je pense que je suis fatiguée. Ouais. Fait que là, on en a parlé. C'est la seule fois où ça a vraiment débordé, mais je fais attention à mon exposition aussi. Pourtant, j'adore le true crime. Mais tu sais, il y a des fois où ma phrase que je dis tout le temps à mes clients, c'est, je vais aller écouter Le Roi Lion, puis je vais passer le bout de Scar. C'est trop violent. Puis, dis-moi, est-ce que tu devrais faire ça jusqu'à...
ta J'espère. retraite, je veux dire. J'espère faire ça en marchette, moi. Ah ouais. Non, moi, si tu veux me faire fâcher, parle-moi de retraite. Je veux rien savoir de la retraite. Okay. Là, en plus, j'ai une salle d'opération qui vient de me parler. Écoute, je viens de prendre J'espère, non, je sais, okay, c'est correct. okay. Je mets ça sur ma bucket list, c'est correct. Écoute, c'est vraiment hyper intéressant. Là, je veux merci. dire, J'ai vraiment du fun, ça paraît pas. Écoute, ça va être à reprendre sûrement. Là, avec plaisir. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Écoute, il y a une petite section baguette magique à mon podcast. Donc, qu'est-ce que tu changerais dans le réseau de santé? Le corporatisme. J'en peux plus des chicanes de professionnels. On peut-tu, s'il vous plaît? Au niveau des actes délégués, c'est correct. On a toutes des formations différentes. Ça me convient, mais on peut-tu travailler en équipe? Je finirai pas mon doctorat, je suis une décrocheuse scolaire, mais moi, je suis très préoccupée par la collaboration interprofessionnelle. Récemment, dans un dossier, je donne une opinion clinique à un médecin de GMF d'un de mes clients qui répond « C'est pas ta petite travailleuse sociale qui va me dire quand tu vas retourner à la job. » Moi, ça me dérange pas, j'ai pas d'enjeu de personnalité, mais je me disais « C'est tellement méprisant pour rien. J'essaie pas de faire ta job. J'essaie juste de te conseiller dans le meilleur intérêt de mon client que je vois 2 fois par semaine. » Ça, là, pour moi, je trouve tellement des fois qu'on fait des affaires en double, en triple, en quadruple. Je comprends qu'on a chacun nos rôles, c'est super correct, j'essaie pas de faire ce que je peux pas faire. Travailler ensemble. Pour moi, là, je trouve que là, on est trop dans la défense de nos propres enjeux professionnels. Là. Je suis pas la première à le dire. Mais je pense que ça va changer, ça. J'espère. Oui, avec toutes les nouvelles générations. Là. Ça va me faire du bien. Parce que ça, moi, c'est le genre d'enjeu où je dirais je serais la pire personne parfois. Nous, on nous demande le retour au travail. Moi, parfois, je suis comme... Je sais pas. Là, ça devient un peu difficile. Là. Puis en plus... Tu le sais mieux que moi, les gens qui sont en invalidité pendant un certain moment, ça devient un enjeu majeur. Quelqu'un qui est en arrêt de travail pendant plus que 2 ans, les statistiques, c'est terrible. Pas super. Mais non. Terrible. Puis moi, je suis habituée avec la CNSST. Dans un exemple de CNSST, dans ce cas-là, c'est un... Puis le médecin, il n'est pas habitué. Moi, j'en fais régulièrement. Je jase au conseiller, j'ai des mandats de CNSST. Fait que je trouvais comme ça plate. Puis je trouvais ça plate encore plus que c'était mon client qui ait subi ce commentaire-là. Pas parce que c'est moi, comme je dis, j'ai pas d'enjeu professionnel. Mais ça, pour moi, ça serait une belle utopie dans mon monde de licorne. Éliminer ou diminuer le corporatisme. Oui, puis qu'on travaille ensemble. Qu'on travaille dans l'intérêt du client, tout le monde. OK. Ben ça rejoint ce qu'on dit souvent de mettre le patient au cœur de nos préoccupations. Ça serait le fun que ça soit pas juste un slogan sur une porte. Exact. Merci. Et une rencontre de rêve? Philippe Boxeau. J'ai tellement réfléchi à cette question-là. Qui est-ce? C'est un médecin légiste belge. On est surprise. Il écrit 3 livres sur la médecine légale. Il raconte des autopsies. Il est fascinant. Non, mais pour vrai, là. Vraiment, il est fascinant. Il a une façon de raconter les choses, puis il se décrit comme pseudo-humoriste médecine légale. Invitation à lire ses livres, Jean-Pierre. C'est tellement bon, puis je le suis sur TikTok. Philippe Boxeau. Philippe Boxeau. B-O-X-H-O. Il est extraordinaire. Ça, c'est comme... Il est encore vivant. Sinon, je m'en donne un deuxième. L'auteur du Petit Prince, Saint-Exupéry. C'est le film, c'est le livre de ma vie. Je dis toujours que je suis sur ma planète, que j'ai besoin d'aller visiter d'autres planètes. Fait que j'utiliserai ça à bon escient. Excellent. Et est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Oui, la Fondation En Cœur. La Vigile, j'en ai parlé 1000 fois tantôt. La Fondation En Cœur qui vient en aide aux familles d'enfants qui ont des problèmes cardiaques. Je me permets de faire un petit clin d'œil parce que j'ai un couple d'amis dont la fille, Olivia, est décédée l'année passée à 9 ans. Elle avait une cardiopathie très, très rare. Valve mitrale qui a été réparée au CHUL, première fois mondiale, la plus jeune, etc. Et ils ont beaucoup supporté mon couple d'amis qui me permet d'en parler parce que sinon, j'en parlerai pas. Fait que Fondation En Cœur, pour moi, c'est beau. Puis on n'est pas tous égaux.
C'est plate, c'est triste. Exactement. Scientifiquement, on aimerait ça le croire, mais c'est pas vrai. Exactement. Mais il y a de plus en plus de traitements quand même. Oui. Puis les cardiopathies congénitales, oui. Il y a plus de traitements qu'avant, puis les soins s'améliorent beaucoup. Mais il faut soutenir les familles qui, tu sais, le petit frère, la petite sœur qui vit ça, les parents qui ont des stationnements faramineux à payer pour aller à l'hôpital. Je fais pas le procès, mais tu sais, la bouffe, etc. Fait que je trouve que c'est une belle fondation, puis ils sont beaux à voir. Julie, merci. Merci à toi. À la prochaine. Oui, merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.